En Guinée, quelques 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le dimanche 4 février dernier pour des élections municipales. Quelques 30 000 candidats sont en lice pour les sièges de conseillers municipaux des 342 mairies du pays. Cependant, il n'y avait pas de grande affluence dans les bureaux de vote. La fièvre électorale, contrairement aux premières heures de la matinée, n'était pas au rendez-vous cet après-midi du dimanche 4 février, jour de vote. Il n'y avait pratiquement pas de file d'attente devant les bureaux de vote. Le président guinéen, Alpha Condé, gardait pourtant l'espoir dimanche matin, après avoir voté au centre-ville de Conakry, que les Guinéens sortiraient plus nombreux pour élire leurs conseillers municipaux. Il a demandé à ses militants de rester mobilisés pour refuser la fraude. Dans le camp d'en face, le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a quant à lui estimé qu'il s'agissait déjà d'une grande victoire pour l'UFDG et pour l'opposition guinéenne qui s'est battue pendant 7 ans pour que se tiennent enfin ces élections locales. La conférence du partenariat mondial pour l'éducation PME a eu lieu le vendredi 2 février dernier à Dakar, au Sénégal, en présence d'Emmanuel Macron accompagné de Brigitte, la première dame de France. La chanteuse Rihanna, en vedette américaine de la conférence, a salué les progrès énormes réalisés lors de cette réunion coprésidée par le Sénégal et la France. L'Élysée a décidé de verser 200 millions d'euros, soit 250 millions de dollars au partenariat mondial pour l'éducation PME, a annoncé M. Macron, ce qui fait de Paris le 4e donateur du fonds. La France compte en outre consacrer à l'éducation 100 millions d'euros en aide bilatérale. La conférence réunissait les autres grands donateurs comme le Royaume-Uni, 430 millions de dollars, l'Union européenne, 400 millions, la Norvège et le Canada. À l'issue de la conférence de vendredi 2 février à Dakar, la totalité des dons annoncés devrait représenter quelques 2,7 milliards de dollars, mais plusieurs pays se déclareront plus tard, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, a souligné l'Élysée. En marge de la conférence du PME, Emmanuel Macron a annoncé samedi 3 février, de concert avec le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, un plan de financement évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce plan doit aider les habitants de la langue de Barbarie Bande de Sable face à Saint-Louis rongé par la mer. L'ancien ministre ivoirien de la fonction publique Jean-Jacques Béchot est décédé ce dimanche 11 février soir à Abidjan des suites d'une maladie. Né le 22 août 1949 à Grand-Bassam, Jean-Jacques Béchot, 69 ans, est diplômé en droit de l'université d'Abidjan et de l'École nationale d'administration ENA, section diplomatie. En 1983, à l'âge de 34 ans, il entre au gouvernement avec le portefeuille de ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement. Jean-Jacques Béchot reste au gouvernement jusqu'au début des années 90. Il retourne à la diplomatie et est nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Jean-Jacques Béchot a connu une vie politique mouvementée. En effet, il a milité au PDCI puis au RDR avant de se rapprocher de son ami Laurent Gbagbo en 2007. En cette même année, il quitte le Rassemblement des Républicains, le RDR d'Alassane Dramane Ouattara, avec Zomogo Fofana pour fonder son propre mouvement, l'Alliance pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, ANSI, dont il est le secrétaire général puis président. Il était justement aux côtés de son ami Laurent Gbagbo quand celui-ci a été arrêté le 11 avril 2011 comme Geneviève Bourguereau, Michel Simone Gbagbo et bien d'autres dans la résidence présidentielle pendant la crise post-électorale. Jean-Jacques Béchot a été libéré le 20 décembre 2012 après avoir passé 20 mois en prison à Katiola, au nord de la Côte d'Ivoire. Après le succès des 2 premières éditions, Babet de Rosier a organisé le 3e salon de la gastronomie des Outre-mer et il agit à la francophonie les 2, 3 et 4 février 2018 à Paris Expo, porte de Versailles. Un salon encore plus gourmand,
Un vrai festival de découverte culinaire pour les visiteurs, avec la participation des chefs 3 étoiles au guide Michelin. Le public a apprécié la qualité et la diversité des saveurs venues des Outre-mer, mais également cette année du monde francophone. La fondatrice du salon, Babette de Rosière, célèbre chef et animatrice de télévision, déclare « Avec cette nouvelle édition, nous allons continuer à œuvrer à mieux faire connaître le patrimoine, la culture, le tourisme, le savoir-faire et les talents de nos Outre-mer, mais aussi du monde francophone. » Des nouveautés se sont également ajoutées cette année avec le trophée Babette qui récompense la crème des jeunes des lycées hôteliers. Ce salon avait une envergure nationale avec plus de 120 exposants, plus de 60 000 visiteurs et tous les métiers de bouche de la filière agroalimentaire représentés. Emmanuel Macron a détaillé mercredi 7 février sa stratégie pour l'avenir de la Corse lors d'un long discours à Bastia devant les élus nationalistes. De l'identité locale au bilinguisme, en passant par la fiscalité et le patrimoine naturel, le président de la République a passé en revue de nombreux dossiers et il a rejeté plusieurs revendications des nationalistes. Le chef de l'État s'est déclaré favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution. Ce serait une manière de reconnaître son identité et de l'ancrer dans la République. Emmanuel Macron a estimé que la mise en œuvre d'un statut de résident en Corse, une exigence des élus nationalistes, n'était pas la bonne réponse aux problèmes immobiliers sur l'île. Emmanuel Macron a décidé de renforcer la fiscalité locale, de mettre en place une loi littorale plus intelligente, d'améliorer l'offre de santé et d'assurer une totale couverture téléphonique de la Corse. Après le discours de Macron, les leaders nationalistes corses dénoncent une occasion manquée. Visiblement très remontés, ils traduisaient l'état d'esprit de leurs partisans. Ce discours, manifestement, est en deçà des attentes et des enjeux non seulement de la majorité territoriale, mais de l'ensemble des nationalistes et d'une très grande majorité de Corses, ont-ils déclaré. Face à la baisse des températures ainsi qu'aux chutes de neige abondantes le mardi 6 février dernier, Météo France a maintenu la vigilance orange neige verglas pour 27 départements. Plus de 700 km de bouchons autour de Paris. Tour Eiffel fermée, TGV ralenti. Transport en commun et scolaire perturbé. La neige affectait ce mardi 6 février soir la moitié nord de la France, où des températures glaciales ont conduit 22 départements à activer leur plan grand froid. Les chutes de neige s'étaient renforcées dans la soirée avant une accalmie le mercredi 7 février en fin de matinée. C'est autour d'un axe allant de l'est des Pays de Loire à l'Aisne en passant par l'Île-de-France que sont tombées les quantités de neige les plus fortes, avec jusqu'à 15 à 20 cm localement sur ces zones. Les sols enneigés contribueront à faire chuter les températures. Et Météo France s'attendait à des gelées généralisées dès mercredi 7 février hors région méditerranéenne. Le thermomètre pourra ainsi descendre localement à moins 10 degrés Celsius, notamment sur le centre Val-de-Loire et le Berry. D'ailleurs, 22 départements, dont les 8 de l'Île-de-France, le Nord et le Rhône, ont ainsi activé lundi 5 février leur alerte grand froid pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé le ministère de la Cohésion des Territoires. De violents affrontements entre migrants afghans et africains ont éclaté le jeudi 1er février dernier en plusieurs endroits de Calais. Ces affrontements ont fait 17 blessés, dont 4 par balles. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis le 1er juillet 2017, lorsque des bagarres avaient fait 16 blessés, dont un grave. Un an plus tôt, le 26 juin 2016, d'autres risques avaient fait 40 blessés. Dans l'après-midi du jeudi 1er janvier 2018, un affrontement a éclaté vers 15h30 entre une centaine de migrants armés de bâtons et de pierres, boulevard des Justes.
près du centre hospitalier de la ville selon la préfecture. 4 personnes qui seraient âgées de 16 à 18 ans et de nationalité érythréenne ont été blessées par balle lors de ces affrontements et leur pronostic vital était engagé, a déclaré le parquet de Boulogne-sur-Mer. Environ 800 migrants vivent actuellement à Calais selon les récents chiffres des associations. Entre 550 et 600 selon la préfecture. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est rendu à Calais ce même jeudi soir. Les Français sont largement favorables à une réforme de leurs institutions que l'exécutif entend mettre en œuvre cette année, selon un sondage Harris Interactive pour LCP Assemblée nationale publié lundi 5 février. Plus de 9 sondés sur 10 approuvent l'idée de réduire d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs, soit 92%, et de limiter à 3 au maximum le nombre de mandats consécutifs des parlementaires, soit 93%. Pour 91% des sondés, baisser le nombre de députés et de sénateurs permettrait de réduire les dépenses publiques. Une large proportion est aussi d'accord avec l'idée de ne plus faire des anciens présidents de la République des membres de droit du Conseil constitutionnel. Même feu vert avec 86% pour ce qui est de l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. À 85%, les Français interrogés sont favorables à l'idée d'être consultés par référendum sur une réforme visant à modifier le nombre de parlementaires, le nombre de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer et le mode de scrutin aux élections législatives. Mais seuls 15% plaident pour une validation par les parlementaires. Toute réforme de la Constitution réclame un vote à une majorité des 3/5 des députés et sénateurs réunis en Congrès. À défaut, une consultation directe des Français est prévue par le texte fondamental, mais risquée pour le pouvoir. L'enquête Harris Interactive a été réalisée en ligne le 31 janvier auprès d'un échantillon de 1065 personnes âgées de 18 ans et plus. Après une impasse politique de plus de 4 mois, les négociations pour la formation d'une coalition ont enfin abouti mercredi 7 février à Berlin à un accord entre les sociodémocrates, SPD, et les conservateurs CDU-CSU menés par Angela Merkel. C'est cependant une victoire en demi-teinte pour la chancelière qui a dû faire beaucoup de concessions pour arracher cet accord de principe aux sociodémocrates de Martin Schulz. Malmenés dans les sondages, les deux partis formant la grande coalition semblent davantage avoir obtenu un sursis pour gouverner quelques années de plus avec un parlement où le premier parti d'opposition devient de fait l'AfD, parti populiste d'extrême droite. Reste que sur l'échiquier politique, cet accord fait la part belle aux sociodémocrates. En effet, le SPD tire clairement son épingle du jeu en décrochant 6 ministères, dont ceux très convoités des Affaires étrangères et des Finances. Martin Schulz, pressenti comme le chef de la diplomatie, laisse sa place de secrétaire général du SPD à sa consoeur et actuelle chef de file du parti au Parlement, Andrea Nalch. La fusée Falcon Heavy de l'entreprise américaine SpaceX a bien décollé le mardi 6 février soir pour son premier vol depuis le centre spatial Kennedy en Floride. L'engin peut théoriquement emporter 64 tonnes en orbite basse et presque 27 tonnes vers une orbite géostationnaire, soit plus de 2 fois mieux que ses plus puissants concurrents, ce qui fait d'elle désormais la fusée la plus puissante en service dans le monde. Au décollage, les 27 moteurs se sont allumés dans un bruit de tonnerre, éjectant d'énormes nuages de fumée autour du par de tir et propulsant rapidement le lanceur vers le ciel. Elon Musk, patron de SpaceX ainsi que de la société automobile Tesla, a en revanche profité de l'occasion pour mettre en orbite autour de la Terre une petite voiture cabriolet Roadster Tesla rouge qu'il compte propulser vers la planète Mars dans les années à venir avec à son bord un mannequin baptisé Starman. Pour les futurs vols vers la Lune et vers Mars, Elon Musk a expliqué que son entreprise se concentrait désormais sur un autre de ses projets, la BFR pour Big Fucking Rocket, littéralement putain de grosse fusée qui devait être aussi puissante que la mythique Saturn V qui emporta les astronautes américains sur la Lune dans les années 1960. Premier vol prévu pour 2024.